tous, bienvenue. Nous sommes au Global Invest Forum. Bonjour Joël Proa. Bonjour Ludivine. Vous êtes directeur du pôle gestion à la Caisse des dépôts. Vous êtes au forum pour nous parler actifs illiquides. Alors peut-être avant tout, pouvez-vous nous donner votre définition finalement? Qu'est-ce que sont pour vous les actifs illiquides? Je dirais que c'est un mot et surtout un adjectif qui est un peu piégé. Parce qu'on parle d'actifs illiquides, on parle d'actifs réels, et en fait, cela ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Je vous donne un exemple. Nous avons un portefeuille important qui est investi en dette souveraine et qui est classifié comptablement en portefeuille d'investissement, ce qui veut dire que nous achetons ces obligations d'État pour les détenir jusqu'au terme. Donc pour nous, du moment que nous les avons achetées, elles deviennent des actifs totalement illiquides. D'accord. Alors même que ce sont les actifs qui sont supposés être sur le marché parmi les plus liquides. Donc tout dépend un petit peu du point de vue duquel on se place. Alors, qu'est-ce qu'on appelle actifs illiquides? Souvent, ce sont les actifs sur lesquels il n'y a pas de marché organisé et sur lesquels la formation du prix n'est pas forcément lisible sur un écran rafraîchi tous les jours. Cela étant, ces actifs illiquides recouvrent une palette extrêmement vaste puisque on va de l'immobilier jusqu'au private equity, en passant par les infrastructures, en passant par la dette privée, voilà, le non-coté au sens général. Un élément néanmoins à souligner, c'est que quand bien même ces actifs sont dits illiquides, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas du tout de liquidité. Je vous donne un exemple. Ces dernières années, ont vu un développement très important du marché des fonds secondaires de private equity. Ce qui signifie que ces fonds qui étaient réputés totalement illiquides, puisque quand on entrait dedans, on était bloqué pendant 7 à 10 ans, pour faire simple, eh bien aujourd'hui, avec un laps de temps nécessaire à toutes les démarches juridiques qui doivent être entreprises en pareil cas, mais néanmoins, dans l'espace de quelques mois, il est possible de céder un portefeuille de fonds de private equity sans trop de difficultés. Sur le marché immobilier aussi, il y a une certaine liquidité. On a vu les volumes d'investissement être assez importants ces dernières années, reflet donc du fait qu'il y a des transactions qui s'opèrent et qui font qu'on peut aussi avoir une certaine liquidité sur cette classe d'actifs. C'est deux exemples parmi d'autres. Donc je devine que la définition d'ailleurs, j'imagine, a tendance à évoluer puisque suivant justement le niveau d'échange qui assure une plus ou moins grande liquidité sur des actifs qui sont par exemple peu liquides ou à l'inverse pour les actifs qui sont par essence assez liquides. Alors globalement, comment cela s'harmonise au sein de votre portefeuille et justement quelle répartition entre actifs liquides et actifs illiquides et comment tenir compte de tout ce que vous venez de préciser? Alors, de toute façon, que ce soit pour la Caisse des dépôts ou pour d'autres investisseurs institutionnels, la part des actifs illiquides dans le total des actifs reste une part minoritaire. Elle a tendance à croître, elle croît différemment suivant les segments. Nous avons vu l'émergence du segment des fonds de dette qui n'existait pas, quasiment pas avant les fonds nouveaux auxquels la Caisse des dépôts a largement contribué. Voilà. En 2013, donc là on a une classe d'actifs qui est partie quasiment de zéro pour grandir à un rythme en pourcentage très élevé en taux de croissance, mais en pourcentage relatif par rapport, mettons, au portefeuille obligataire, ça reste quand même une poche qui est très mineure. Une autre classe d'actifs, c'est l'immobilier. Et d'après les chiffres de l'enquête de la F2I, on voit que c'est finalement la classe d'actifs qui a le plus progressé ces 4 dernières années. C'est juste, Et donc, un grand nombre d'acteurs se sont positionnés sur ce marché immobilier ou alors ont augmenté leur exposition en immobilier. C'est tout à fait notre cas. Et puis, sur le private equity, ce que l'on observe, c'est aussi une augmentation, mais beaucoup moins importante que l'augmentation des engagements, parce que sur le private equity, il faut faire très attention entre les capitaux comités, engagés, et puis les capitaux effectivement appelés, investis. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que du fait de la dynamique du marché, des conditions très intéressantes, eh bien, les fonds remboursent plus rapidement qu'ils n'appellent. Ou autrement dit, il est plus facile pour un fonds de céder sur la génération précédente que d'investir sur la nouvelle génération de ces fonds. Et donc, quand bien même les engagements sont là, et nous procédons à de nouveaux engagements,
on est un peu en train de courir derrière les encours parce que finalement, depuis maintenant 3 ans, on a un solde négatif entre les appels et les distributions, alors même que nous engageons de nouveaux capitaux de manière significative. Et cela se traduit par ce qu'on appelle la poudre sèche disponible dans les fonds de private equity, qui ne cesse de croître à un rythme plus important encore que le rythme des levées de fonds. Et donc vous restez investisseur dans cette classe d'actifs? Tout à fait, nous restons investisseurs dans cette classe d'actifs, même si nous sommes prudents sur certains segments, parce qu'on s'aperçoit que les valorisations sont quand même assez élevées. Très bien, parfait. Je vous remercie, Joël. Merci bien.